Quand on pense au monde du travail de demain, il y a des mots qui interrogent. L'automatisation, ce n'est pas nouveau. Mais quand tout s'accélère, on tremble en se disant que bientôt, ce sera peut-être à notre tour d'être remplacé par un robot. Mais saviez-vous que l'automatisation, outre le fait qu'elle libère l'homme de tâches répétitives, ne menacerait que 10% des emplois ? Alors, pas d'affolement. Car depuis toujours, le monde du travail évolue. Souvenez-vous, en 1900, un Français sur deux était agriculteur. De nos jours, il ne représente plus que 3% de la population, quand 75% des actifs travaillent dans le secteur tertiaire. Rien n'est figé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de travail indépendant. Les indépendants, ce sont les artisans, les commerçants, les professions libérales. Entre 2003 et 2016, leur nombre a augmenté 10 fois plus vite que la population salariée. La micro-entreprise et l'émergence des plateformes collaboratives ont fait naître une nouvelle génération d'indépendants, souvent des jeunes qualifiés, mais aussi des salariés prêts à jongler entre plusieurs activités. Ils peuvent être professeurs et loueurs occasionnels d'appartements, consultants RH et écrivains publics, cuisiniers et chauffeurs de taxi. Ces pluriactifs sont plus de 2 millions. Et si certains choisissent cette situation, d'autres la subissent. Plus généralement, la mobilité professionnelle est choisie par les plus diplômés, alors que d'autres catégories, telles que les jeunes et les moins diplômés, se retrouvent plus souvent contraints de changer d'emploi. D'ailleurs, saviez-vous qu'un actif qui entre aujourd'hui sur le marché du travail changera en moyenne 4,5 fois d'employeur ? Une chose est sûre, c'est que chacun aura plusieurs vies professionnelles au cours de sa carrière. Alors, dans ce monde en mouvement, comment la protection sociale accompagnera-t-elle ces changements ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis ravi de vous accompagner pour cette deuxième journée du 42e congrès de la Mutualité française. Vous l'avez vu dans le film, vous l'avez compris dans le film que l'on vient de voir. Ce matin, nous allons aborder ce sujet central pour tous les citoyens de ce pays. C'est le sujet de l'emploi en général, mais pas simplement de l'emploi. D'ailleurs, c'est le sujet, j'allais dire, de notre job, de notre boulot et de notre vie professionnelle. Et avec tout cela, eh bien, un sujet primordial, comment ces emplois, ces jobs sont en train de changer en profondeur. Aujourd'hui, toutes les entreprises et tous les salariés sont confrontés de près ou de loin à ces révolutions, le numérique, le smartphone omniprésent, le télétravail, l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation. Transformation aussi parce que la façon de travailler, elle change. Le salariat est-il en train finalement d'être passé de mode ? Aujourd'hui, on le voit, entrepreneurs, indépendants, freelance, ceux que l'on appelle les slasheurs, ont le vent en poupe. On peut aussi avoir plusieurs vies professionnelles, on l'a entendu dans le petit film, 4,5 emplois en moyenne différents au cours de sa vie professionnelle. Et évidemment, tout cela, eh bien, cela modifie le rapport que l'on a à la protection sociale et la façon dont cette protection sociale est envisagée. Alors cette réalité qui s'impose dans notre vie, dans votre vie, elle pose des questions qui nous concernent tous de façon extrêmement pressante. Y a-t-il vraiment des métiers, des emplois qui vont disparaître à cause ou grâce à ces technologies? Quels sont les nouveaux métiers qui vont naître de cette révolution technologique et ceux qui vont disparaître? Est-ce que ces nouveaux emplois vont compenser ceux qui ne seront plus là, et quelle sera la qualité professionnelle de la vie qui vont exercer, de ceux qui vont exercer ces nouveaux jobs? Et au final, derrière toutes ces questions, il y en a une qui vous touche tout particulièrement. C'est la suivante: comment allons-nous pouvoir ou pas continuer à bénéficier d'une protection sociale, celle qui nous est si chère en France? Et on a pu le voir hier avec les résultats de la grande enquête qui avait été réalisée par Harris Interactive pour l'occasion. Cette protection sociale donc va-t-elle être bouleversée? C'est le sujet de cette grande matinée que j'ai le plaisir d'animer. C'est donc le programme. Et tout de suite, on va commencer par une question qui est extrêmement importante, qui est le début de tout, celle de la transformation de nos emplois. Ça va être notre première table ronde. Et je vais demander à Roland Berthillet, à Philippe Louis, à François Asselin et à Bernadette Groison de bien vouloir me rejoindre sur la scène. Bonjour. Monsieur Asselin, installez-vous.
Madame, messieurs, merci beaucoup d'être là ce matin pour parler de ce sujet, la transformation de nos emplois. Je vous rappelle à tous que vous pouvez poser les questions qui vous viennent, que vous avez envie de poser à nos intervenants sur l'application de la Mutualité française, l'application de ce congrès. Nous relayerons ces questions au fur et à mesure, donc surtout n'hésitez pas, allez-y, posez vos questions. Alors, quand on regarde les études sur le sujet des changements d'emploi, de la transformation de l'emploi, il y a de quoi s'interroger. Un chiffre, l'OCDE nous dit que 2,5 millions d'emplois sont menacés par la révolution industrielle et technologique qu'on est en train de vivre. 2,5 millions d'emplois qui devraient donc, si l'on en croit l'OCDE, disparaître dans les années qui viennent. Roland Berthier, vous êtes le président de la MGEN, une des grandes mutuelles françaises. Vous êtes aussi un chef d'entreprise. Combien? À peu près 10 000 salariés. La destruction de l'emploi à cause de la révolution numérique, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez en tant que chef d'entreprise et en tant qu'observateur de ce secteur au premier chef? La destruction de l'emploi, non. L'évolution des emplois, oui. Il y a quelques années, les métiers consistaient souvent à rembourser, traiter des feuilles de soins au stylo, puis automatiser. Aujourd'hui, tout ça se fait par des procédures automatiques. Et donc, l'emploi évolue davantage vers l'accompagnement des personnes, vers la dimension humaine, finalement, de la raison d'être des mutuelles. Mais avant, je voudrais resituer le travail dans un rapport au temps, en paraphrasant le sociologue Jean Viard. Nos grands-parents vivaient à peu près 500 000 heures, la durée de vie, et travaillaient 200 000 heures. Donc le temps de travail correspondait à 40% de son temps de vie. Avec l'allongement de la durée de vie, aujourd'hui, on vit à peu près 700 000 heures et on travaille paradoxalement 70 000 heures. Donc 10%. 10%. 10% de la vie d'un être humain aujourd'hui est consacrée au travail. Donc ça relativise aussi la question, puisque désormais la question qui est posée, c'est l'articulation entre ce temps de travail et le temps libre. D'ailleurs, en 81, il y avait un ministre du temps libre pour évoquer ces sujets. Et donc ça pose la question de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. D'ailleurs, avec notre smartphone, on voit bien que la vie professionnelle ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise et qu'on emmène chez soi les différents sujets. Et le droit à la déconnexion sont des vrais sujets qu'il faut traiter. Et donc, c'est là que le rapport à l'emploi est modifié. Alors, Roland Berthier, il y a le rapport à l'emploi. Donc, on est passé de 40% de temps de travail dans une vie à 10% de temps de travail dans une vie, si l'on vous écoute. Et puis, il y a la pénibilité du travail. Est-ce que pour vous, le fait, comme vous dites, que la vie professionnelle ne s'arrête plus à la porte de l'entreprise, finalement, c'est un confort ou c'est une nouvelle pénibilité ou c'est un nouveau carcan? J'ai envie de dire un peu les deux, puisque dans l'entreprise, aujourd'hui, on ne fait pas forcément que travailler. Un certain nombre de dispositifs, par exemple, pour inciter à faire du sport et santé, qu'on peut retrouver dans son entreprise. Donc, des moments où on peut changer un peu, avoir un autre rapport aux êtres humains. Et puis, effectivement, on emmène un peu chez soi une partie des questions qui se posent dans les frontières sont devenues plus floues. Les frontières sont plus floues et c'est là où le danger peut être important. Mais d'un autre côté, le télétravail, pouvoir de chez soi faire un certain nombre de tâches, c'est aussi une évolution positive. François Asselin, vous êtes le patron de la CPME, donc qui regroupe les PME, les entreprises de 50 à 500 salariés. Je ne vais pas vous faire réagir, vous réagirez peut-être tout à l'heure à ce que vient de dire Roland Berthier. En revanche, ce qui est très intéressant dans les PME, c'est que quand on regarde les chiffres, 90% des PME ne considèrent pas que le numérique est un enjeu stratégique. Et la moitié n'a même pas de site web. Est-ce qu'aujourd'hui, les PME ne font pas un peu l'autruche vis-à-vis de cette révolution numérique? Ou est-ce que, tout simplement, on connaît les contraintes des PME, elles n'ont pas le temps de s'en occuper?
Oui et non. C'est-à-dire que vous avez autant de typologies de PME que vous avez de nombre de PME en France. Elles sont très nombreuses. C'est 99% du tissu économique du pays en nombre d'entreprises. On a fait une expérience intéressante à la CPME, c'était en janvier dernier. J'ai emmené au CES de Las Vegas une centaine d'entrepreneurs de tous les secteurs. Voilà, il y avait du transport, il y a de la construction, il y avait du service, de l'artisanat même. Et j'avais dit, il faut absolument choisir des entreprises qui ne sont pas de l'économie numérique, vraiment l'économie traditionnelle. Eh bien, ça a cartonné. Ça a cartonné, pourquoi? Parce que le chef d'entreprise reste tout de même un pragmatique. Et lorsqu'il voit à travers le numérique ce que ça peut lui apporter dans son entreprise, d'un seul coup, il s'approprie l'outil. Donc, vous avez beaucoup d'entreprises, un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans savoir qu'il en faisait, qui finalement sont en train de se transformer sans vraiment se rendre compte qu'elles se transforment. Bien souvent, ça se passe par un premier investissement. Vous changez par exemple la gestion interne de l'entreprise et vous implantez un nouvel ERP. Et là, on s'aperçoit d'un seul coup que 2 personnes dans l'entreprise qui faisaient telle et telle tâche, ça va leur supprimer un pourcentage important de leur travail. Ah zut, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc nous, à la CPME, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est tout simplement de les faire anticiper, de leur faire prendre conscience que leur modèle économique, s'ils n'en ont pas pris conscience, va se transformer, plus vite d'ailleurs qu'ils ne le pensent. Dans la PME, on a cette capacité d'agilité, donc généralement, ils arrivent à se mettre rapidement dans les clous, mais il faut rassurer nos collaborateurs. On ne transforme pas son entreprise sans impliquer ceux qui sont plus importants, à savoir nos salariés. Donc une bonne transition numérique réussie, c'est une transition qui est faite avec tout le monde. C'est ce que j'allais dire. Il y a non seulement la transition technologique, le fait de se mettre à la page, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir un système d'information performant, d'être en conformité avec les différents règlements comme le RGPD. Et puis, il y a la gestion des collaborateurs et la gestion de l'évolution finalement du monde du travail et de ses collaborateurs au sein de cette révolution technologique. Est-ce que vos adhérents, ils ont conscience de cette problématique-là ou pas du tout? Oui, clairement oui. Parce que d'abord, leur environnement, leur écosystème évolue et donc ils évoluent avec. Et puis certains, dans ces adhérents, sont moteurs même de tout cela. Là où vraiment il y a un enjeu à ne pas rater, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement des collaborateurs. C'est-à-dire que plus il y a de numérique, plus il faut d'humain. Ça, c'est clair. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle, bien sûr. C'est pour ça que je ne suis absolument pas inquiet de l'évolution qu'on connaît. Il faut simplement qu'on prenne les bons outils et entre guillemets, les bonnes méthodes pour que tout cela se passe le plus paisiblement possible. Parce qu'effectivement, vous savez, nous, chefs d'entreprise, comme les salariés, nous sommes aussi inquiets. Quand on voit que nos clients changent leurs habitudes de consommation, on se dit comment va-t-on faire pour s'adapter? Quand on voit que la manière dont on produit dans l'entreprise se transforme et qu'il faut se robotiser, nous aussi, ça nous inquiète. Petite expérience personnelle. Vous savez, moi, j'ai un métier très traditionnel, menuisier, charpentier. Il y a 2 ans, on a investi dans un robot. Je peux vous dire que pour moi, ce qui était le plus compliqué, c'est de me dire mais comment ça va être accepté par les menuisiers de l'atelier? Je les ai emmenés chez le fabricant 1 an et demi avant pour leur montrer l'évolution technologique, etc. La première réflexion, ils se sont dit oh là là, ça va nous piquer notre boulot, quoi. Et je leur ai dit, écoutez, on peut peut-être voir les choses comme ça, on peut peut-être aussi les voir autrement. C'est-à-dire que vous allez peut-être travailler différemment avec ce nouvel outil. Et moi, je vais peut-être aller sur des marchés aujourd'hui sur lesquels nous n'allons pas, parce que ça va nous permettre d'élargir le spectre commercial de l'entreprise. Voilà. Et lorsqu'on a investi dans le robot, on a fait signer le bon de commande à tout l'atelier. Voilà. Et vos menuisiers sont heureux aujourd'hui? Écoutez, il faudra leur poser la question, parce que je ne suis pas celui qui répondra le mieux à leur place. Mais je pense qu'en tout cas, ils ont compris qu'il fallait franchir ce pas. Philippe Louis, vous êtes le président de la CFTC. Quand on écoute François Asselin, avec son expérience de menuisier charpentier et son robot, on se dit que finalement, la révolution numérique, elle est inévitable et qu'elle va toucher tout le monde à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est votre vision? Est-ce que c'est votre façon de voir les choses? Je pense que si on regarde déjà sa vie, notre vie privée, on ne peut pas dire que le numérique n'est pas venu nous percuter. On a changé complètement nos modes de consommation. On part plus pareil. Pour partir en vacances, c'est quelques clics. Pour prendre le train, c'est quelques clics. On ne parle plus qu'en clics. Donc, personnellement, le numérique a tout transformé. Donc, croire que la seule chose que le numérique ne transformerait pas, c'est le travail, c'est un peu une hérésie. Donc, effectivement, le numérique arrive
dans le milieu du travail. Alors il y arrive peut-être un petit peu plus doucement, et c'est peut-être ça qu'il faut relever, c'est qu'en fait, les salariés sont parfois plus en avance que leur entreprise. Donc ils savent de quoi ils parlent. Vous savez, quand on a eu quand le numérique est arrivé, c'était les premiers ordinateurs. Premiers ordinateurs, les salariés, le seul ordinateur qui touchait, c'était l'ordinateur du travail. Et sinon, ils n'en avaient jamais vu. Donc on a des salariés qui sont bien armés, je dirais, pour utiliser le numérique. Et on voit que la première étape de la numérisation des entreprises, c'est l'utilisation du smartphone. Et on le voit bien dans tous les métiers, c'est un petit peu ça. Et en particulier avec les jeunes qui sont les digital natives, comme on dit, et qui arrivent en connaissant souvent plus que leurs aînés là-dessus. Oui, et là, je pense que les entreprises devraient regarder un petit peu plus ces jeunes-là, parce que c'est des mines d'or, ils devraient les utiliser plus que ce qu'ils les utilisent aujourd'hui. Après, ça, moi je dis, ça va toucher à peu près 50% des salariés. Le numérique ne va pas ramener une révolution chez eux. Ils sont habitués, l'entreprise évolue, encore un peu, comme vous le dites, M. Asselin, qu'il y ait un bon dialogue social dans l'entreprise. On va pouvoir amener tout ça dans l'entreprise et tout le monde va prospérer. Après, il y a d'autres formes de numérique qui apporteront effectivement peut-être plus de problématiques. Alors, on le dit, on va changer 4 fois d'entreprise dans sa carrière. Et il y a des raisons. L'entreprise va disparaître, les métiers vont changer. On voit aussi que dans certaines entreprises, quand le numérique arrive, ça transforme complètement des métiers. Moi, j'ai des exemples où, avant que le numérique arrive, c'était des gens qui étaient là avec leur clé à molette, entre guillemets. Et aujourd'hui, ces gens-là sont partis et maintenant ce sont des informaticiens. À quoi vous pensez par exemple ? J'ai un exemple en Alsace, Usocom, qui a transformé sa plateforme en une plateforme complètement numérique. Il y avait 200 agents d'entretien dans l'entreprise, il reste dans l'entreprise une cinquantaine d'informaticiens. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que ces 200, dans un premier temps, l'entreprise avait pensé qu'il pourrait les faire évoluer vers... Or, ils se sont aperçus que c'était impossible. Vous êtes en train de poser une question qui est cruciale, Philippe Louis, dans tout cela, c'est la question de la formation. On remplace des agents d'entretien par des ingénieurs. On se dit que peut-être les agents d'entretien vont pouvoir faire le boulot des ingénieurs. Comment on fait pour faire en sorte finalement de continuer à avoir des gens qui n'ont pas forcément la formation nécessaire ou le parcours scolaire nécessaire et pour les adapter à cette nouvelle donne technologique et à cette nouvelle donne de l'entreprise ? Je pense qu'il y a un outil formidable, c'est la GPEC, gestion des carrières. Seule chose, c'est qu'en France, cette GPEC, on sait la faire au niveau de l'entreprise, on est en train d'essayer de la faire au niveau de la branche, par contre, on ne la fait pas au niveau national. Moi, je suis toujours étonné, vous savez, avec le data, on peut faire des choses formidables. Facebook relie plus d'1 milliard de personnes. On ne fait pas que des choses formidables, mais on fait aussi des choses formidables. On peut faire des choses, mais techniquement, je veux dire, pas formidables dans ce sens-là. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'en France, alors qu'on a, je dirais, que 28 millions de salariés, on doit avoir 25 millions de postes de travail, on ne soit pas capable de mettre une banque de données qui permet de faire matcher tout ça. En France, on est capable de connaître l'intégralité des salariés, la DSN. On sait ce qu'ils gagnent chaque mois. On sait à peu près quel poste ils occupent. Pourquoi on ne rajoute pas un système où le chef d'entreprise pourrait dire celui-là part en retraite, je vais avoir besoin, je vais créer tel poste, et qu'on ait non seulement une DSN des salariés, mais qu'on ait une DSN des emplois. Et avec cette DSN des emplois, il suffirait de faire se matcher les deux et de faire de la formation et faire de la GPEC au niveau national. Vous voyez, il y a des outils. Mais ces outils, on a du mal à les mettre en place. On a du mal de... Alors j'ai l'impression de... Voilà, je fais cette proposition, j'ai déjà fait plusieurs fois, ça ne bouge pas. Est-ce que je suis un doux rêveur? J'en sais rien. Mais encore une fois, quand on regarde ce qui se passe, ce que les autres savent faire, ce que Google sait faire, ce que, à la limite, Google va venir sur notre terrain et va nous faire ça. La seule chose, c'est qu'on sera dépendant de Google. Mais on l'aura fait. François Asselin, la solution de Philippe Louis pour
pour voir ces fameux emplois non pourvus. Il y en a beaucoup des emplois non pourvus, peut-être même dans votre entreprise. Et on voit bien qu'il y a un problème d'adéquation entre la formation et la réalité de l'emploi aujourd'hui. Écoutez, on pourrait s'en inquiéter, en même temps on peut s'en réjouir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un coup formidable à jouer. Moi, je fais à peu près un déplacement hebdomadaire en province, toutes les semaines, et donc je rencontre des centaines de chefs d'entreprise. Ce que j'entends depuis 18 mois, c'est on embauche et on ne trouve pas les compétences. Je préfère regarder, entre guillemets, cela comme une bonne nouvelle en se disant, eh bien, écoutez, il faut qu'on réussisse cette transformation entre l'offre et la demande pour que ceux qui cherchent du boulot en trouvent, et ceux qui en ont besoin retrouvent rapidement des compétences. Donc c'est sûr, les outils comme la GPEC, mais c'est évident, c'est essentiel, je veux dire. Et souvent les actions qu'on essaie de faire nous à la CPME, c'est avant tout quand vous commencez à parler management, formez-vous et mettez en place de la GPEC dans votre entreprise, quelle que soit même la taille de votre entreprise, parce que comme je vous dis, ça concerne toute taille d'entreprise et tout secteur d'activité. C'est important. Et puis on pourrait effectivement faire un peu preuve de prospective, parce qu'on voit bien qu'on est percuté dans tous les domaines. On a une gestion, on va dire, plutôt administrative et financière des emplois, mais très peu prospective finalement. Et ça, c'est une idée effectivement intéressante à creuser, me semble-t-il. Pour autant, oui, il faudra expliquer à beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français, que leur carrière professionnelle, elle n'est plus gravée dans le chêne, mais il faut accepter et prendre à bras-le-corps la formation professionnelle continue, d'où cette réforme en cours qui est essentielle à mon avis pour la transformation du pays. Oui, parce qu'on va non seulement changer d'employeur plusieurs fois dans sa vie, mais parfois on va changer de métier plusieurs fois dans sa vie. Et puis de statut aussi, parce que vous savez, moi j'ai eu un grand choc une fois. C'est quand il y a quelques mois, je vois les chauffeurs d'Uber en grève avec des chasubles portant des couleurs syndicales. Moi, je les croyais entrepreneurs, vous voyez. Donc, on s'aperçoit que dans tous les domaines, on est bousculé. Et il est même possible, parce que ça peut être un statut complémentaire du statut de salarié d'être indépendant, il est même possible que le prochain président de la CPME soit un adhérent de la CFTC. C'est possible. Vous voyez un petit peu qu'on peut être percuté. Alors, il y a traditionnellement un secteur où on change peut-être moins d'employeurs, en tout cas, peut-être pas de métier. C'est le vôtre, Bernadette Groison, vous êtes secrétaire générale de la FSU, qui représente la fonction publique. Alors, quand on parle numérique dans la fonction publique, et quand on est journaliste, il y a eu plein de bugs. Il y a eu le bug du système de paiement du ministère de la Défense qui a engendré des pertes. Il y a Parcoursup qui est décrié, et le système avant qui s'appelait APB qui était pas totalement mieux. Est-ce que le système administratif français, tel que vous le vivez de l'intérieur, est un peu trop rigide pour s'adapter justement à ces nouvelles technologies et réussir à les mettre en place efficacement ? Non, je ne crois pas que ce soit une question de rigidité de l'administration que d'avoir des déboires sur ce que vous venez de citer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter en compétence et qu'il n'y a pas encore des efforts à faire pour que cela fonctionne mieux. Je crois que dans la fonction publique, on a un peu deux façons de traiter cette question du numérique et des transformations du monde du travail. Parce que la particularité de la fonction publique, c'est justement de s'adresser à des publics. C'est-à-dire que nous ne sommes pas comme dans une entreprise où les choses se passent à l'intérieur de l'entreprise pour produire quelque chose au final. Là, on est dans des relations au public. Et donc, on a deux difficultés. La difficulté qui est celle des transformations des métiers pour les agents, de la formation et de l'accompagnement de ces agents dans ces évolutions, par exemple à travers le numérique, mais aussi de comment le public va se saisir et va pouvoir utiliser les outils que met à disposition ou ne met pas à disposition l'administration, et donc comment on forme aussi les agents à cette relation au public. Il y a à peu près 13% des Français qui ont du mal avec l'outil numérique aujourd'hui, et c'est pas forcément une question uniquement de sociologie ou de niveau social. Donc nous avons des agents qui sont confrontés aussi à ces difficultés. Donc il faut bien régler les deux choses. Je ne sais pas si aujourd'hui, pour l'ensemble des Français, les grands objectifs de simplification et de dématérialisation qui sont ceux des gouvernements successifs est une réalité. Vous avez évoqué Parcoursup ou les impôts, où on peut parler des cartes grises qui font le buzz un peu partout sur le net aujourd'hui, ou d'un certain nombre de services que devraient rendre mieux l'État ou les collectivités territoriales, et c'est encore difficile. Donc il y a ces deux impératifs. Mais je crois aussi que dans notre réflexion, et dans un congrès comme celui de la Mutualité aujourd'hui, il nous faut regarder la manière dont les salariés, et en ce qui nous concerne, dont les agents de la fonction publique, participent ou pas de ces évolutions.
Je ne crois pas qu'on puisse concevoir les... C'est ma question suivante en fait, mais allez-y. Alors j'enchaîne. Je vous en prie. Je ne crois pas qu'on puisse parler des outils numériques uniquement en se disant les plateformes, les ordinateurs, tout ça va changer le monde du travail. Oui, c'est une évidence. Le clip le montrait, le monde du travail n'arrête pas de changer. Il va continuer de changer avec les technologies et ça c'est normal. Il suffit simplement, comme je viens de le dire, à un moment d'être en capacité de maîtriser ces évolutions. Sauf qu'il change plus vite, mais pour qu'il change, et ça a été un peu dit par Philippe et par Monsieur Asselin, il faut qu'à un moment, les salariés soient au cœur des changements. Si vous prenez dans la fonction publique, le rapport annuel de l'État dit que 25% des agents sont soumis à des rythmes qui leur posent problème, à des injonctions, par exemple. Dans ces rythmes, vous savez, il y a 3 facteurs généralement qui se croisent. J'en cite quelques-uns pour que chacun comprenne de quoi je parle. Les injonctions de la hiérarchie. Le fait de ne pas pouvoir travailler bien avec l'ensemble des collègues. On est quand même sur des missions d'intérêt général, pour le coup, dans le public, où on est censé travailler sur du collectif. Bon, il nous revient à travers cet élément qu'il y a des difficultés, voire des impossibilités à bien faire son métier ensemble, bien exercer ses missions ensemble. La nécessité d'aller toujours plus vite, le manque d'autonomie. Donc, il y a ces difficultés qui sont relevées et donc parfois mesurées, où les agents disent « nous, on ne nous fait pas assez confiance en tant que professionnels, on n'est pas assez acteurs de nos métiers, et nous, on a aussi des choses à dire sur l'organisation du travail, y compris à travers le numérique, y compris à travers le télétravail, etc., sur comment, quand on est enseignant, quand on est gardien dans une prison, quand on est agent de l'eau à l'écologie, quand on est dans une collectivité territoriale, de là où on peut utiliser tel ou tel outil, comment on peut l'utiliser ensemble dans une équipe, comment on travaille avec sa hiérarchie. Et l'enjeu aujourd'hui, et y compris parce que nous sommes à quelques jours des annonces d'Action publique 2022, je crois que ici, y compris par rapport aux enjeux de la mutualité, c'est de dire il faut que le monde du travail, que les agents, et effectivement, en tant que professionnels, soient acteurs de toutes ces transformations, parce qu'ils ont effectivement des choses à dire, y compris, et je termine en lien avec ce que disait Roland au tout début, sur le sens du travail, bien évidemment, la qualité du travail qu'on va rendre, parce que les agents sont très attachés à leur métier dans la fonction publique, mais aussi en lien avec leur vie privée. Si je prends l'exemple que vous évoquiez au début du télétravail, un des enjeux, il est bien sûr l'équilibre avec la vie personnelle, mais il est aussi comment le télétravail va changer le collectif du travail. Et comment est-ce qu'à un moment, il ne va pas revenir en boomerang, en effet négatif, sur le monde du travail. Donc, tous les outils nouveaux, ce ne sont que des outils et il ne faut pas perdre de vue la finalité du travail, le sens du travail et ce que l'on doit rendre, par exemple dans la fonction publique, au final, comme service de qualité aux usagers. Quand je vous écoute, Bernadette Groison, il y a quand même 2 choses et je vais demander la réaction de François Asselin. D'abord, quand vous parlez des remontées des agents de la fonction publique vis-à-vis de leur hiérarchie, des injonctions, etc., j'ai l'impression qu'en fait, c'est la même chose dans toutes les entreprises. C'est jamais totalement facile, le monde du travail, et il y a des gens qui vivent plus ou moins bien la hiérarchie. François Asselin, est-ce que c'est à peu près la même chose dans les entreprises que vous représentez ? Manager mon entreprise, je trouve ça déjà compliqué. Le secteur public, j'ose pas imaginer. Sauf que, quelque part, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que si je ne m'adapte pas, si je n'adapte pas mon entreprise, je meurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça collectivement dans l'entreprise, eh bien, on peut voir, entre guillemets, les choses avec plutôt de l'opportunité que de la menace. Et puis de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Pas tout seul, je peux rien faire tout seul pour connaître cette mutation. Donc effectivement, mettre les agents au cœur de la transformation, c'est tellement évident. Malheureusement, je crois parfois que dans la fonction publique, il y a une espèce de système mis autour de ça où manager, entre guillemets, ou mettre du management ou de la GPEC dans les équipes, ça ne doit pas être aussi évident que ça peut être dans d'autres environnements où on a beaucoup plus de liberté, il faut dire les choses. Bernadette Groison, c'est ça. François Asselin, il dit en gros, on essaie de positiver, de trouver les opportunités. Est-ce que vous avez le sentiment que la fonction publique, telle qu'elle est gérée aujourd'hui, avec la diversité que ça représente, parce que évidemment, on ne peut pas tous les loger à la même enseigne, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a cette volonté de dire c'est aussi une opportunité pour nous d'évoluer et de mieux, finalement, rendre le service public ? Vous savez, la fonction publique, elle passe son temps à évoluer, à se réformer. Alors, ça ne se voit pas toujours, mais s'il y a un secteur où il y a eu un nombre de réformes très importantes, et à un moment, il y a même une certaine lassitude. Si vous prenez un grand secteur comme celui, par exemple, de l'éducation nationale, il y a un moment, une forme de lassitude
inquiétude où les enseignants se disent on va attendre la prochaine réforme pour savoir ce qu'on va nous dire sur la pédagogie ou sur le niveau de ceci ou de cela, parce que voilà, c'est compliqué si vous voulez, hein. Le temps politique est un temps court et la fonction publique, elle doit travailler sur un temps plus long et assurer une continuité. Et ça je le dis parce qu'y compris dans les transformations du travail, ça compte évidemment. Alors certes, je ne connais pas le monde du privé, j'imagine que le management selon les entreprises est plus ou moins facile. C'est pas tellement de manager ou pas de manager, c'est de comment on le fait. C'est tout. Et je crois que oui, dans la fonction publique, ils doivent être parfois aussi difficiles ou aussi faciles que dans le privé, je ne sais pas. Mais la question, c'est à un moment, est-ce que l'on considère qu'on arrête les systèmes uniquement descendants? Je parle de la fonction publique. Hein, vous voyez, vous, une volonté des agents de la fonction publique d'aller de l'avant? On attend qu'une loi soit déclinée, etc. Ou est-ce qu'à un moment, on se dit, il y a aussi un avis des professionnels et que le management ne consiste pas seulement à accompagner ce qui doit être appliqué, mais à prendre en compte ce qui se passe. Je prends un exemple, encore une fois, dans l'éducation, pour être très clair sur ce que je dis. Lorsqu'a été mis en place la réforme du collège il y a 1 an et demi, et je ne parle même pas du contenu de la réforme du collège, c'est pas le sujet. Lorsqu'est mis en place la réforme du collège, 2/3 des formations proposées aux enseignants des collèges sont pour leur expliquer la réforme. Si vous voulez, des enseignants savent à peu près comprendre une réforme et ce qui se passe. Ce dont ils avaient besoin, c'est comment cette réforme change leur travail, ce qu'on attend d'eux, et des formations adéquates. C'est en ça où je dis que dans la fonction publique, on a transformé un management, un pilotage qui aujourd'hui ne correspond pas aux besoins qui sont ceux de la fonction publique, aux besoins des agents et qui du coup passe à côté de compétences, de professionnalité, d'envie réelle dans la fonction publique de faire autrement et que ce soit aussi les agents qui aient la parole en ce sens. Et là, dans la différence avec le privé et dans ce qui concerne la mutualité, je le redis, c'est cette relation publique. Il y a une relation publique qui produit des nécessités de formation, qui modifie les conditions de travail, qui parfois crée aussi des difficultés, peut produire du stress, peut produire y compris à des conséquences en termes de santé et donc d'organisation du travail des équipes. Ces évolutions-là aussi sur les attentes des usagers et sur comment les agents y font face, ça aussi, ça fait partie des transformations du monde du travail dans la fonction publique aujourd'hui. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il nous reste une vingtaine de minutes et on a des questions qui viennent de la salle. J'aimerais bien qu'on en débatte ensemble. La première, elle vient de Carole Morera, de la mutuelle SMH. Je ne vois pas très bien. La mutation de l'emploi ne conduit-elle pas à précariser encore plus les personnes sans formation et sans cursus de haut niveau? Qui a envie de répondre? Philippe Louis, peut-être. Comment on fait pour laisser personne au bord du chemin, en vrai? C'est ça la question. Je pense que là aussi, c'est notre grand problème. Aujourd'hui, les gens qui se retrouvent les plus précarisés, ce sont effectivement ceux qui n'ont pratiquement aucune formation. Est-ce que vous avez l'impression que l'écart il va se creuser encore plus du fait de la révolution technologique? Mais l'écart risque de se creuser encore plus, parce que si effectivement on est conscient qu'il va falloir former tous ceux qui sont dans le monde du travail pour les aider à évoluer, on peut bien penser que ceux qui ne sont pas dans le monde du travail ont une marche plus haute à franchir. Mais je pense qu'en France, on a un problème de... Alors on a tort de parler de flexibilité du travail, on ferait mieux de chercher la fluidité du travail. Et je pense qu'en France, on a un gros gâchis. C'est vrai, ça peut être vrai chez les fonctionnaires. On a un système qui fait que quand on a un travail et qu'on est un petit peu sensé, on se dit celui-là je le tiens et je ne vais certainement pas le lâcher pour avoir quelque chose d'hypothétique. Donc je m'accroche à mon travail. Seul problème, c'est que le travail auquel on s'accroche, c'est qu'on est parfois, très souvent, surdiplômé pour le tenir. Mais on s'y accroche. Et celui qui est justement le moins formé, qui lui pourrait prendre ce travail, il attend. Vous savez, on se retrouve un petit peu, alors excusez-moi de la comparaison, avec les logements HLM à Paris. Voilà, on s'accroche à son logement, même quand on aurait les moyens de... Mais parce qu'on ne veut pas faire franchir le pas, on ne veut pas acheter, on est... Et là, dans le monde du travail, on a un petit peu ça. Bon, la comparaison est peut-être hasardeuse. Non, mais en fait, c'est la peur de demain. Ça se résume à ça, en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut effectivement
redonner envie et sécuriser. On est encore là dans la sécurisation, dans la formation, pour que ceux qui ne sont pas bien là où ils sont, même si, pour moi, même s'ils sont fonctionnaires, doivent pouvoir se former et doivent pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. L'accomplissement de la personne, ça doit être ça qu'on doit regarder avant tout. Donc voilà, il faut effectivement, si on veut, ce sont les plus précarisés, donc il faut leur laisser les postes les plus faciles à occuper et pour que ceux qui les occupent puissent eux aussi évoluer. Donc les bonnes personnes, au bon endroit, Bernadette Groison et après François Asselin. Oui, je crois que la formation, c'est un enjeu essentiel pour toutes les mutations. Et la formation professionnelle, elle l'est dans la fonction publique. C'est une de nos premières attentes et de nos premières exigences. Nous avons besoin de plus de formation professionnelle et je dirais de formation qualifiante. Puisque ce qui est intéressant de mettre en place aussi aujourd'hui, ce sont non seulement des formations pour intégrer ces mutations et ces besoins, mais aussi pour monter en qualification et il faut le travailler en ce sens. Il y a un autre enjeu, c'est celui de l'égalité professionnelle. Toutes les organisations syndicales ont signé en 2013 dans la fonction publique un protocole pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et là, on a aussi beaucoup de retard et beaucoup de précarité pour les femmes qui peuvent être induites par les mutations du monde du travail. 62% de femmes dans la fonction publique, dont beaucoup plus dans l'hospitalière, 77% dans l'hospitalière, mais 23% sont à temps partiel, qu'elles n'ont pas toujours choisi. C'est une illustration de la précarisation du travail des femmes et je crois qu'effectivement il faudra prendre garde à bien, quand on monte en formation, en qualification, corriger aussi ces inégalités. Et le deuxième élément qui n'est pas dans la question de la personne, c'est que nous croyons profondément à la FSU que les mutations du travail devraient faire aussi émerger peut-être de nouveaux métiers. Et peut-être que ça, d'un point de vue prospectif, vous parliez qu'il ne fallait pas faire que de la gestion de ce qui se passe, mais de faire de la prospection. Il serait intéressant qu'on regarde, y compris dans le public, ce que le monde du travail, ce que les mutations du monde du travail pourraient induire en nouveaux métiers. Dans une période où les choses changent, ce serait intéressant de ne pas s'en rendre compte une fois que ce soit trop tard. Voilà. En même temps, les nouveaux métiers ils sont compliqués à anticiper, mais à un moment ou à un autre, ils arrivent. Et quand on voit que data scientist est devenu le métier le plus recherché en France, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et quand on demande, quand les enfants disent je ne sais pas quel métier je veux faire, on leur dit ça se trouve, il n'existe toujours pas. François Asselin. Oui, c'est une question qui nous renvoie à beaucoup de responsabilités, parce qu'effectivement, si on ne fait rien, bien sûr que la mutation de l'emploi peut amener plus de précarité, c'est évident. Et d'un autre côté, on est quand même dans un grand paradoxe, parce que moi, quand j'entends tous les chefs d'entreprise qui cherchent des compétences, ce ne sont pas tous des emplois avec un niveau de compétence très élevé pour certains. Il y a des emplois où il n'y a pas besoin vraiment de compétences, ou alors en quelques mois, voire quelques semaines, on peut acquérir la compétence nécessaire pour occuper le poste dont a besoin l'entreprise. Donc là, c'est une vraie interrogation. Je dirais même pourquoi ils ne trouvent pas ? Comment ? Pourquoi ils ne trouvent pas ? C'est quoi votre diagnostic ? Écoutez, je pense que syndicats comme patronat, on est vraiment en situation d'échec collectif et même sociétal, tout simplement. Il y a un sujet en ce moment qui a été posé par le président de la République, peut-être d'une façon un petit peu radicale, mais c'est sûr qu'il faut que tout concourt à inciter, entre guillemets, les personnes à raccrocher un emploi, et que tout concourt aussi aux entreprises à avoir les moyens, ou en tout cas les outils pour raccrocher des gens à l'emploi dont a besoin l'entreprise. Là encore, les réformes en cours, profondes, doivent répondre, j'espère, à court terme à ces difficultés. Parce que c'est... Vous voyez, moi qui suis dans le secteur de la construction... on s'est battu avec les partenaires sociaux à l'époque pour lutter contre la fraude au détachement, parce qu'on voyait nos compagnons partir et on voyait arriver des compagnons d'autres destinations que la France, prendre entre guillemets dans des conditions inacceptables le travail d'autres Français. Aujourd'hui, on a éradiqué, entre guillemets, en tout cas on a vraiment lutté contre la fraude au détachement, et les compétences, on n'arrive pas à les raccrocher dans le secteur de la construction alors qu'on en a besoin. Où retrouver ces gens ? Enfin, vous voyez, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet avec un partenaire incontournable autour de cela, c'est l'éducation nationale. Ça, c'est clair, parce que les gens qu'on recrute en entreprise, ils sont passés avant en troisième ou en terminale. Voilà. Et il y a là aussi un gros chantier d'adaptation de l'éducation nationale au numérique, mais on en parlera peut-être une autre fois. Il y a aussi peut-être dans ce que vous dites, François Asselin, et dans ce que vous racontez, la notion de pénibilité du travail qui peut être un peu pénible et qu'on n'a pas envie d'exercer, c'est pas le débat. Mais il y a une question qui pose
ce sujet-là, c'est comment faire en sorte que la révolution numérique soit accompagnée d'une réduction de la pénibilité et finalement devienne un facteur de bien-être au travail. Est-ce que, Philippe Louis, c'est utopique de se dire que la simplification par la technologie va faire que les emplois seront moins pénibles? Non, ce n'est pas du tout utopique. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Vous savez, quand on regarde un petit peu les expériences qu'on a eues dans les autres pays, en Allemagne, moi j'avais vu un article qui m'avait frappé. En fait, dans un premier temps, ils avaient remplacé vraiment pratiquement tous les hommes par des robots. Et ils se sont retrouvés sur certaines chaînes avec des défauts que la machine n'a pas su déceler. Et donc, du coup, ils ont rappelé des milliers, voire des millions de véhicules. Et ils se sont aperçus qu'en fait, la seule façon de faire en sorte que ça n'arrive plus, c'était de remettre les hommes là au milieu. Ouais. Donc, en Allemagne, ils ont cette approche-là. Donc, ne faisons pas la même chose, la même erreur. Donc, mettons tout de suite, effectivement, le robot au service de l'homme. Et voilà, mettons des cobots qui viennent aider les hommes sur les tâches difficiles. Mais je pense que ce que nous disait M. Asselin, son robot, c'était plus ça. C'était plus pour ôter de la pénibilité, du coup travailler plus vite, travailler mieux, avoir plus de marché et prospérer comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. François Asselin, c'est vu comme ça dans les entreprises que vous représentez. La technologie, c'est un facteur d'amélioration du bien-être au travail? Si ça ne l'est pas, alors aussi on aura loupé. Il ne faut jamais oublier une chose, hein, c'est que qu'on soit dans la position du salarié ou de la position du chef d'entreprise, toute l'action qu'on doit porter doit être au service de l'homme et des hommes. Point. Dire que si on loupe cet objectif, on y passera tous, du mauvais côté de la barrière. Donc, et c'est ce qui doit nous habiter. Pour autant, on a affaire à un principe de réalité. C'est-à-dire que si on ne franchit pas le saut technologique, eh bien, on risque de disparaître. Ce qui veut dire qu'effectivement, il faut l'accompagner, bien sûr, avec une évolution, une amélioration des conditions de travail. Il y a souvent derrière beaucoup plus de sécurité à travers la numérisation, en tout cas des process. On voit l'arrivée, par exemple, d'exosquelettes dans tous les travaux de manutention. Ça aide bien sûr à rendre certains métiers physiquement moins compliqués qu'avant, parce que j'aime pas trop qu'on utilise ce terme pénibilité avec une valeur extrêmement... C'est le terme consacré. Non, mais vous savez, je peux le faire aussi, mais parce que le travail est une valeur extrêmement positive. Et ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on est tous là pour parler du travail, et ça me fait plaisir. Et puis les Français sont des bosseurs, c'est vrai. Par contre, si on commence à mettre tout le temps cet adjectif pénible à côté de cette valeur positive, eh bien, on instille quelque chose de psychologique qui est un petit peu négatif. Alors que tout ce qu'on essaye de se faire, justement, c'est... Moi, je connais rien d'autre que pour mettre un homme ou une femme debout, que de les mettre au travail, quoi. Donc, ce qu'on essaye de faire, effectivement, c'est de rendre le travail plus agréable qu'il n'était. Alors, on peut dire plus ou moins pénible. Mais voilà, essayons de parler positivement de la valeur travail. C'est la meilleure chose, d'abord, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à la jeunesse de notre pays pour lui donner envie de rentrer dans la vie active. Roland Berthier... Vous voyez, quand on est positif, ça marche. Roland Berthier, votre avis là-dessus, est-ce que vous aussi, dans vos métiers, dans les métiers de la mutuelle et dans ce que vous pouvez observer, vous avez cette impression que la technologie, ça va améliorer le bien-être au travail? Alors, je ne sais pas si ça va améliorer le bien-être au travail, mais... Ça va le rendre plus agréable, pour prendre la suite de François Asselin, c'est vrai que le travail fait souvent référence au labeur, à la souffrance, et que l'emploi, par contre, fait référence à l'implication. C'est l'étymologie du mot. Donc, comment on peut impliquer davantage nos collaborateurs, comment on peut les faire davantage participer, libérer d'un certain nombre de tâches répétitives, lassantes, qui sont effectuées aujourd'hui par la machine, par l'outil. Comment apporter des réponses humaines à nos adhérents, et c'est là où la mutualité prend tout son sens, c'est-à-dire qu'entre le métier de livre 2, le remboursement d'une prestation, et le métier de livre 3, l'accompagnement social, médico-social, je crois qu'il y a une articulation importante qui, grâce à la machine, libère du temps, peut libérer du temps et peut faire en sorte que lorsque notre population vieillit, on puisse être davantage à leur écoute et apporter davantage d'humain.
C'est évidemment ce qu'il faut faire. Il y avait une autre question, si on peut remettre les questions, s'il vous plaît, qui parlait du phénomène d'accompagnement des nouvelles formes d'emploi. Comment bien accompagner socialement, syndicalement, mutuellement les nouveaux statuts comme les freelances, les slasheurs, les salariés, les entrepreneurs, et quel lieu pour échanger désormais? C'est une question de Didier Gallet d'Apivia Mutuelle. Qui a envie de répondre à cela? Roland Berthier peut-être, puisqu'il y a le mot mutuellement dedans. Allez-y. Oui, le mutuellement est un prétexte. Non, mais il y a une vraie question autour de ça. Il y a une vraie question. C'est vrai qu'il y a une vraie question autour de ces statuts et de la protection sociale de ces salariés. Comment mais je crois que c'est une prochaine table ronde qui va répondre à cette question. Ouais. Là, on est plus sur la question du travail. Je ne sais pas si la CPME peut répondre à ces questions parce qu'elle est plus proche. Non, mais excusez-moi, je suis très bavard. Hein, je voudrais pas. Mais ça, c'est. Vous savez, il ne peut pas y avoir d'abord d'initiative économique sans le volet solidarité. On est tous d'accord. Hein. En économie, la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que si on laisse faire les choses, c'est la loi de la jungle. Et là encore, on y passera tous. Hein. Pour autant. Il y en a qui, effectivement, aspirent, entre guillemets, à ne plus avoir de lien de subordination. Et puis d'autres qui sont, entre guillemets, obligés d'utiliser un statut qu'ils ne veulent pas, qui sont coincés. Imaginez que quelqu'un qui ait ce statut d'indépendant d'auto-entrepreneur, pour en citer un, pendant 40 ans de vie professionnelle, voire 45 ans, que se passera-t-il lorsqu'il arrivera en retraite? Tout le monde, toutes ces populations seront au minimum retraite, minimum vieillesse. Donc, bien évidemment, il faut réfléchir à ça. D'un autre côté, il faut pouvoir, entre guillemets, rendre possible l'activité de ces personnes qui choisissent ce statut sans que pour autant leur donneur d'ordre ne soit requalifié comme, entre guillemets, faisant du salariat déguisé. Je crois que la première avancée au Parlement de cette semaine par rapport, entre guillemets, à mettre en place une couverture sociale minimum à ces personnes qui ont ce statut particulier de travailler pour, entre autres, des plateformes, je pense que c'est un premier pas. Je pense aussi que partenaires sociaux, c'est un sujet que nous devrions aborder. Voilà, l'idée de la conférence sociale pourrait être, entre guillemets, au sein de cette idée, c'est un sujet qui pourrait être abordé. Parce que d'un autre côté, je peux vous dire ce à quoi parfois nous on est confrontés. Si par exemple, dans mon secteur, on n'avait pas eu par exemple la possibilité de mettre en place des forfaits jours, eh ben, je peux vous dire que mon bureau d'études aujourd'hui, eh bien, je n'aurais pas pu résister à le décentraliser, à l'externaliser plutôt de mon entreprise. Parce que je n'aurais pas pu lutter avec des statuts d'indépendants. Donc qu'est-ce qu'on en a fait de ce forfait jour? Eh bien, on en a fait un statut amélioratif pour les salariés. Ils ont une surprime de salaire et du coup, ils sont en mode projet. C'est-à-dire que vous rendez au sein de l'entreprise des personnes qui se mettent dans la peau de quelqu'un qui a un projet à tenir. Si une semaine on fait plus d'heures, la semaine d'après, on va prendre une après-midi. Voilà. Je veux dire, c'est quelque chose, ce vers quoi je pense il faut réfléchir. C'est de l'agilité, c'est de la souplesse. Voilà. Il ne faut pas non plus mettre des cadres de plus en plus rigides autour de l'emploi salarié. Si de l'autre côté, il y a des natures de travail qui se développent, qui vont venir percuter ou déshabiller Pierre pour habiller Paul. Philippe Louis, comment les syndicalistes que vous êtes, le syndicaliste que vous êtes, prend en compte ces nouvelles formes de travail et qui ne sont pas que des formes de travail subies. Il y a des gens qui, et de plus en plus, des salariés qui n'ont plus envie d'être salariés, et des gens qui disent non, moi je vais travailler à la mission, je vais être freelance et je vais aller vendre mes compétences pendant 3 mois à quelqu'un et puis pendant 3 mois à quelqu'un d'autre. Comment vous prenez ça en compte? Est-ce que vous y arrivez? Alors nous, on prend ça en compte à la CFTC. On a le statut du travailleur. Statut du travailleur, vous voyez bien que tous ces statuts-là rentrent dans le terme travailleur. Donc, statut du travailleur, ça veut dire un régime social unifié. Pourquoi chercher comment on leur donne des droits alors qu'ils ont les mêmes droits que n'importe quel travailleur? Je pense qu'en France, là aussi, on a un petit peu de mal. On a des statuts, fonction publique, salarié, indépendant, voire demandeur d'emploi. Voilà. Et si on ne rentre pas dans un des 4 là, on en crée un autre qui est un petit peu bâtard, on ne sait pas comment l'appeler. Là, on a appelé salarié indépendant. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un bon statut? Nous, on ne le pense pas. Et pourquoi tout le monde n'aurait pas les mêmes droits? Pourquoi ne pas aller vers un régime social universel qui puisse, effectivement, vous l'avez dit aussi, on l'a vu, on va changer d'entreprise, mais je pense que durant sa carrière,
on risque de changer de statut aussi. Et aujourd'hui, quand on change de statut, on essaye de garder le maximum de droits, mais ce n'est pas toujours le cas. On perd des droits en passant d'un statut à l'autre. Et quand on fait des allers-retours, ça devient un vrai casse-tête. Donc je pense qu'il faut réfléchir à un régime social universel. Allez, il nous reste 2 minutes 30. Bernadette Groison, je vais vous demander un petit mot là-dessus et un petit mot de conclusion. Voilà, dans la même veine de ce que vient de dire Philippe, je crois qu'on est à un moment où le monde du travail doit continuer de s'interroger comme il l'a toujours fait. Les mutations ne peuvent pas être vécues comme quelque chose qui s'impose, mais comme effectivement toujours plus de bien-être au travail, toujours plus cette envie de travailler dans de bonnes conditions et de participer du progrès social. Je crois que la question des statuts telle qu'elle est posée, elle montre la difficulté qu'on a effectivement aujourd'hui à être salarié et à pouvoir aussi faire ce que l'on a envie dans le monde du travail. Dans le cadre de la fonction publique, c'est très difficile de faire des mobilités déjà à l'intérieur des 3 versants de la fonction publique et encore plus du public ou privé ou l'inverse. Et à chaque fois que ces questions sont abordées, elles le sont, comme le disait Philippe, avec cette difficulté, ces inquiétudes de perdre en droit, en garantie collective, finalement de changer d'emploi ou de statut pour du moins bien. Vous savez, dans la fonction publique, il y a déjà près d'1 million de personnes qui sont des contractuels sur les 5 millions. Bon. Et donc je crois que si l'on veut donner confiance dans les possibilités de mobilité, il faut travailler effectivement sur les questions de formation, sur les questions des droits, sur les questions des garanties, pour permettre au monde du travail de trouver ces respirations nécessaires pour répondre aux besoins qu'on a à faire et pour redonner du sens du travail où je le dis pour conclure cette partie en ce qui nous concerne, où la personne, le salarié, qu'il soit fonctionnaire ou autre salarié, où l'humain, où l'objectif du travail ne se perd pas sur des objectifs qui seraient ceux de la suprématie de structure, de mutation. Voilà. Donc ne perdons pas les objectifs de vue et adaptons-nous en fonction de ces objectifs. Et pour répondre à la question, je crois que les syndicalistes, les mutuelles, évidemment les syndicalistes du monde du travail dans leur entièreté, auraient tout intérêt à travailler mieux les questions qui sont posées. Alors je ne sais pas si c'est à travers les conférences sociales ou pas, mais en tout cas, il y a sûrement quelque chose à inventer pour qu'on partage un peu plus les réflexions et les projets à porter. Et on mesure l'immensité du chantier, on en parlera lors de la prochaine table ronde justement, parce qu'on va parler de l'évolution de la protection sociale à l'aune de cette révolution technologique et de cette révolution de l'emploi en elle-même. Roland Berthillet, pour conclure, qu'est-ce que vous retenez de tout ça et vers quoi vous avez envie de vous projeter en fait ? J'ai envie de dire que l'économie sociale et solidaire, on dit souvent que c'est une économie qui donne du sens. Et quand j'entends Bernadette, je souscris, c'est-à-dire que nous, les mutuelles, on doit être exemplaires dans ce domaine et on doit donner du sens pour que nos collaborateurs, ce qu'on appelle souvent la ressource humaine, mais que je préférerais appeler la richesse humaine de nos entreprises. Vous savez que maintenant, il y a des entreprises qui ont des directeurs de la richesse humaine. Oui, mais ça s'est transformé, voilà. Je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là, c'est-à-dire que chacun apporte sa contribution à l'entreprise dans le sens où les mutuelles poursuivent une utilité sociale qui n'est pas, enfin, que tout le monde connaît et que tout ça, ça donne du sens au travail et à l'emploi qu'on occupe. Et je pense qu'on doit être exemplaire en travaillant avec les partenaires sociaux pour faire évoluer dans le bon sens la façon de gérer ces richesses humaines. Merci beaucoup, on va garder ce terme de richesse humaine. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus participer à cette table ronde. Je vais vous laisser regagner la salle.